Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'une vraie légende de l'horticulture, Georges Cervantis. Absolument. On a mis la main sur une transcription d'interview toute récente. Oui, et il y partage plus de 40 ans d'expérience. C'est énorme. Carrément. Et notre but aujourd'hui, c'est un peu d'en extraire la substantifique moelle, quoi. Et exactement, les conseils pratiques, les idées qui ressortent de cette conversation. Alors pour resituer Georges Cervantis, si jamais, c'est un auteur hyper prolifique, plus de 50 livres traduits en 11 langues. Un vrai pionnier, surtout pour la culture en intérieur. Il a partagé l'info à une époque où il n'y avait pas grand-chose. Son parcours est assez fou. Il a commencé dans les années 80, un petit livre auto-publié, 96 pages, noir et blanc. vendu 8,95 $. Et il en a vendu 6000 la première année. Incroyable pour l'époque. Ah oui, un succès direct. Puis la vidéo avec iTimes et après sa propre chaîne YouTube, presque 300 vidéos. Et le détail amusant, c'est qu'au début, il utilisait des déguisements. Ah ouais, parce que le contexte était différent, on va dire. C'est ça. Et justement, cette longue carrière, ça demande une certaine perspective quand on lit ses conseils aujourd'hui. Comment ça? 40 ans en horticulture, surtout avec les LED, les nouvelles techniques, tout a tellement changé. Donc faut faire le tri, c'est ça? Exactement. Il y a la valeur de l'expérience immense, c'est sûr, mais il faut distinguer les fondamentaux qui restent vrais des techniques peut-être un peu dépassées. Ou des anecdotes, des trucs qui marchaient pour lui dans son contexte. Voilà. Le défi, c'est de capter la sagesse tout en étant conscient des progrès, quoi. Très juste. Bon, alors, attaquons le dur. Une question super fréquente en intérieur. La lumière 24 heures sur 24 en croissance, bonne ou mauvaise idée? Alors là, Georges est catégorique. Mauvaise idée. Ah bon? Pourquoi? Sa logique est biologique, en fait. Les plantes, comme nous, les animaux, elles ont besoin de repos, d'une période d'obscurité. Et si on les force? Si tu pousses sans arrêt, il dit que ça affaiblit les parois cellulaires. La plante est moins solide, moins robuste. D'accord. Et surtout, il insiste sur le fait que c'est pendant la nuit, pendant le repos, que la plante métabolise vraiment ce qu'elle a produit le jour. C'est là que la croissance se consolide. Ah, donc le repos, c'est pas juste passif, c'est une phase de construction. C'est exactement ça. C'est actif. Il fait une analogie assez parlante. Oui. Une plante, c'est pas un moteur à explosion que tu peux laisser tourner non-stop. C'est vivant, ça a évolué avec un cycle jour-nuit. Aller contre ça, c'est un peu contre nature, quoi. Voilà. Donc sa recommandation qui n'a pas changé, c'est le classique 18-6 pour la phase végétative. 18 heures de lumière, 6 heures de noir complet. C'est ça. Très clair. Autre sujet qui avait fait parler, influencer le sexe des plantes avec l'environnement. Quand on parle de graines régulières, bien sûr. Ah oui, ça. Il disait plus d'azote ou de lumière bleue pour avoir plus de femelles, température basse ou jour long pour plus de mâles. Il maintient ça. Oui, il maintient. Il se base sur ses observations et celles d'autres pros. L'idée de fond, c'est qu'en créant des conditions de vie super stables, très confortables, On favorise les femelles. on augmente les chances, oui. C'est un truc qu'on voit chez d'autres plantes dioïques, tu sais, comme le hou, le kiwi. L'environnement joue un rôle. Fascinant. On peut même faire un parallèle avec certains animaux, genre des escargots, des vers qui peuvent changer de sexe selon les conditions. Donc on aide la nature à pencher d'un côté, mais c'est pas une garantie absolue contre la génétique. Si une graine est programmée mâle, elle sera mâle. Précisément. Il utilise l'expression « empiler les chances » en faveur d'un sexe. C'est pas une formule magique. La génétique reste reine. D'accord. D'ailleurs, il ajoute qu'aujourd'hui, avec les tests ADN sur les plantules, cette technique environnementale, elle perd un peu de son intérêt pratique pour la sélection. Mais le principe biologique reste intéressant. Ok. Parlons température. Dans un de ses vieux bouquins, il y avait cette barre des 85 degrés Fahrenheit, 25 degrés Celsius. Au-delà, la croissance ralentirait beaucoup pour certaines plantes médicinales. C'est toujours d'actualité? Alors là, il apporte une nuance super importante. Ce seuil de 25 degrés Celsius, c'était surtout valable pour la culture intérieure. Ah, pourquoi la différence? Parce qu'en intérieur, les racines sont souvent plus à l'étroit, dans des pots. En extérieur, une plante qui a pu développer un bon système racinaire profond, une vraie racine pivotante, Elle supporte mieux. beaucoup mieux. Surtout si elle a de l'eau. Mais le facteur le plus important qu'il souligne maintenant, c'est la variété, la génétique. Donc ça dépend énormément de la souche qu'on cultive. Énormément. Il donne un exemple génial. La Ticinotensis, une variété suisse habituée aux Alpes. Oui. Elle peut survivre à des nuits de gel, genre -3, -4 degrés Celsius. Ça montre bien que la tolérance à la température, c'est d'abord génétique. Impressionnant. Il fait aussi le lien avec la forme des feuilles.
Les feuilles larges, c'est pour capter un max de lumière sous nos latitudes. Les feuilles fines, étroites, des tropicales, c'est pour mieux dissiper la chaleur. Logique. Donc sa conclusion, méfiance avec les règles générales sur la température, faut regarder la génétique avant tout. Message reçu. Question technique, le clonage. Le débat éternel, on prend les boutures ou sur la plante, mère. En haut, au milieu, en bas. Ah, le fameux débat. Lui, au début, il penchait pour le bas, non? Plus d'hormones, de sucre? C'est ça. Et c'est un super exemple de comment il a fait évoluer sa pensée. Il raconte une visite chez Flowery Field, C'est quoi? une grosse pépinière de clones en Autriche. Et là, surprise, ils prenaient toutes leurs boutures en haut des plantes mères. Ah, l'inverse? Pourquoi? Leur logique, c'est là qu'il y a le plus d'azote, c'est la zone de croissance la plus active. Et du coup, ça a tout changé pour lui? Ça l'a fait réfléchir, oui. Sa conclusion actuelle, c'est que l'endroit exact où tu prélèves, c'est pas si important que ça. C'est pas ça le critère numéro 1. Non. Le critère numéro 1 absolu, c'est la santé de la plante mère, sa vigueur. D'accord. Une bouture d'une plante super saine, elle va bien s'enraciner, qu'elle vienne d'en haut ou d'en bas. Le danger, c'est de cloner une mère qui a un problème caché. Genre de l'oïdium latent ou un truc systémique. Exactement. Ça se transmet direct au clone. D'ailleurs, il cite un conseil d'Alex, le gars de Flowery Field. Eux, ils gardent jamais leur mère plus de 6 mois, pour garantir la qualité. Ah ouais, quand même. Et une petite astuce qu'il donne, chauffer un peu le substrat des boutures, juste quelques degrés de plus que l'air. Ça accélère l'enracinement. Bon à savoir. On attaque un sujet qui risque de faire grincer des dents. La taille, la défoliation. Ah, le gros morceau. Dans son livre référence, il disait « Ne touchez pas trop aux feuilles, surtout les grandes feuilles nourricières, avant le dernier mois. Parce que ça stresse, ça ralentit, ça retarde. Oui, je vois très bien. » Sauf que ça va complètement à l'encontre de pratiques hyper courantes aujourd'hui. La défoliation massive avant la flo, le lollipopping. Effectivement. Et c'est peut-être un des points où il est le plus critique aujourd'hui. La qualité. Il trouve pas de preuves solides. Il dit qu'il en a lu une fois, mais impossible de remettre la main dessus. Pour lui, la plupart des arguments, c'est de l'anecdote. Le fameux « moi, ça marche bien ». C'est pas de la science, quoi. C'est ça, c'est pas une preuve généralisable. Et le lollipopping spécifiquement, enlever tout le bas? Il trouve ça carrément du gaspillage. Ah ouais? Pourquoi? La plante, elle a dépensé de l'énergie, des nutriments, du temps pour faire ses branches, ses feuilles du bas. Les couper, c'est jeter cet investissement à la poubelle. Vu comme ça. Si le problème, c'est la lumière qui pénètre pas, ou le risque de moisie en bas, sa solution, c'est pas de couper, C'est quoi alors? c'est de choisir la bonne génétique dès le départ. Ah, on y revient. Toujours. Choisir des variétés naturellement plus aérées, résistantes aux maladies, avec des branches costauds qui tiennent les têtes, plutôt que de devoir bricoler une plante pas adaptée. C'est une autre philosophie en fait. Moins intervenir. Il parle de jardinage par impatience. Cette envie de toujours faire quelque chose, de tailler, de triturer, alors que parfois le mieux, c'est de laisser faire une bonne génétique. Intéressant. Restons sur cette phase clé. Le passage en floraison. Il mettait en garde contre le fait de changer la lumière trop tôt, avant de voir les préfleurs. Ça stressait, ça pouvait donner des hermas. Toujours d'accord avec ça? Oui, absolument. Il confirme, il vaut mieux attendre ces signes de maturité sexuelle. Pourquoi c'est si important d'attendre? Parce que forcer une plante immature en floraison, c'est un gros stress pour elle. D'accord. Il compare ça à l'instinct de survie. Une plante stressée, elle essaie de finir son cycle vite fait pour se reproduire. Comme un radis qui monte en graines s'il fait trop chaud. Ah oui, je vois. Là, c'est pareil. Ce stress lié à la lumière, ça peut la fragiliser, on revient aux parois cellulaires fines. Et oui, ça peut favoriser l'apparition de caractères intersexués, les hermas. Donc encore une fois, respecter le rythme de la plante, éviter le stress inutile, c'est un peu le fil rouge, non? C'est tout à fait ça. Question liée. Pendant la floraison, si on donne moins de 12 heures de lumière, donc plus de 12 heures de nuit, est-ce que ça accélère la fin de flot et ça fait quoi sur le rendement? Alors, sa réponse est double. Oui, ça peut accélérer un peu la maturation chez certaines variétés, mais ça réduit le rendement, quasi à coup sûr, Pourquoi ça réduit le rendement? à cause du DLI, le Daily Light Integral. L'intégrale journalière de lumière, c'est quoi exactement? C'est la quantité totale de lumière, de photons utiles, que la plante reçoit en 24 heures. Ça dépend de l'intensité de la lumière et de la durée. C'est comme son quota de lumière par jour, en gros? Voilà, c'est un peu ça. Si tu réduis les heures de lumière, disons de 12 heures à 10 heures, Oui.
et que tu n'augmentes pas l'intensité lumineuse de façon drastique, ce qui est souvent difficile ou cher, eh ben le DLI total sur 24 heures diminue. Et moins de DLI. Moins de photosynthèse, donc moins de production de matière végétale, moins de rendement. C'est mécanique. Logique. Il a aussi une hypothèse intéressante sur les besoins en lumière selon les plantes. Il y aurait tout un spectre. C'est-à-dire? T'as les autoflots qui fleurissent même sous 24 heures de lumière. Et à l'autre bout, des sativas équatoriales qui ont besoin de nuits très longues, peut-être 14 heures ou plus, donc 10 heures de lumière ou moins. Et entre les deux, toute une gamme. Exactement. Le problème, selon lui, c'est que beaucoup de variétés actuelles sont pas très stables génétiquement. Du coup, c'est dur de savoir précisément quelle est leur photopériode idéale. Compris. Passons à la lumière UV. Quel est son impact sur les trichomes, ces petites usines à résine? Il raconte une expérience qu'il a suivie en Suisse. Très concret. Ah oui, Ils ont cultivé les mêmes plantes, même génétique, mais à deux altitudes, 300 mètres et 900 mètres. et à 900 mètres, il y a plus d'UV. Exactement. Et le résultat, les plantes à 900 mètres avaient beaucoup plus de trichomes, une densité plus élevée. Logique, c'est une protection pour la plante, une sorte de crème solaire. C'est l'idée. Mais, et c'est là que c'est intéressant, Oui? ça n'augmentait pas la concentration en principe actif dans chaque trichome. Ah, donc plus de trichomes, mais pas forcément plus puissants individuellement. C'est ça. Et même la puissance totale de la récolte, genre en milligrammes de THC ou CBD par gramme de fleurs, pouvait être la même, voire inférieure. Comment ça? Si la plante à basse altitude, moins stressée par les UV, avait pu devenir plus grosse, produire plus de matière au total. D'accord. Donc plus d'UV égale plus de trichomes visibles, mais pas forcément une herbe plus forte au final. Voilà la nuance clé qu'il apporte. C'est la densité qui augmente, pas la puissance intrinsèque par trichome ou par gramme de façon garantie. Très clair. On arrive à la fin avec un sujet brûlant. Le rinçage, le flushing. Arrêter les engrais avant la récolte. Utile ou pas? Mythe, réalité. Alors là, Georges y va assez fort. D'abord, il corrige le terme. On ne rince pas la plante, on lessive le sol, le substrat. D'accord, lessivage. Et donc, utile ou pas? Pour lui, c'est largement inutile pour améliorer le goût ou la combustion. Carrément inutile. Oui. Il dit qu'on peut continuer à donner un peu d'engrais jusqu'à la fin, ça change rien de négatif. Mais alors d'où vient cette pratique si répandue? Tout le monde le fait. Et c'est là que son analyse devient économique et historique. Ah, Il pense que cette idée du rinçage a été poussée, voire inventée, par l'industrie des engrais. pour vendre des produits spécifiques. Exactement. Les produits de rinçage, les finishers, il dit que les marges là-dessus sont énormes, genre ça coûte 2 ou 3 centimes à faire et c'est vendu 1 $. Ah oui, la marge est belle. Donc l'intérêt commercial de promouvoir cette étape obligatoire était gigantesque. Il fait une comparaison qui marque. Vas-y. Une pépinière normale, elle gère des centaines de plantes différentes, avec 20-30 engrais différents, max. Oui. Dans le milieu qui nous intéresse, tu trouves des gammes avec 500 produits pour une seule plante. C'est délirant. Vu sous cet angle, ça fait réfléchir sur d'autres conseils peut-être. Complètement. Il critique d'ailleurs la surfertilisation en général. Beaucoup de jardiniers utilisent beaucoup trop de produits chimiques, souvent pour rien. Son conseil alors? Faites une analyse de sol ou de substrat pour savoir ce qui manque vraiment. Il est très sceptique sur les gammes d'engrais avec 7, 10 bouteilles différentes. Pour lui, c'est plus du marketing qu'autre chose. Message reçu. Dernière ligne droite. Séchage et affinage, le curing. C'est quoi les conditions idéales pour bien finir le travail? Alors là aussi, c'est nuancé. Ça dépend de plein de choses. La taille des têtes, leur densité, si tu sèches la plante entière, en branches, si tu manicures avant ou après. Ok, mais le but principal du séchage, c'est quoi? Double objectif. D'abord, enlever l'eau pour pas que ça moisisse. Ensuite, laisser s'évaporer les trucs pas désirables, comme la chlorophylle, qui donne un goût âpre vert. Et on sait quand c'est assez sec? Sa règle à lui, c'est quand la fleur a perdu environ les 3/4 de son poids frais. Genre 10 grammes frais, ça doit faire dans les 2,5 grammes secs. D'accord. Le vieux test de la tige qui casse net, ça donne une idée, mais c'est moins précis. L'idéal, ce serait de mesurer l'humidité à l'intérieur de la fleur. Viser 58-62% d'humidité relative.
Il parle des sachets régulateurs pour ça. Ok, ça c'est pour le séchage. Et l'affinage, le curing, en bocaux après, ça sert à quoi exactement? L'affinage, c'est surtout pour équilibrer l'humidité qui est à l'est. Comment ça? Ben, même après séchage, les petites tiges au cœur de la fleur sont plus humides que les pétales extérieurs. L'affinage en bocal fermé, ça permet à cette humidité de se répartir partout de façon homogène. Et ça améliore quoi? La conservation, le goût, la combustion. C'est un processus lent. Ça permet aussi à certaines réactions chimiques de continuer, d'affiner les arômes, quoi. Parfait. Bon, si on résume un peu les grandes lignes de ce qu'on a tiré de cet entretien avec Georges Cervantes, Vas-y. l'importance du repos pour les plantes, la nuit c'est crucial. Oui, La nuance sur l'influence de l'environnement sur le sexe, c'est possible mais pas garanti. c'est ça. La grosse remise en question de la taille agressive et du rinçage, faute de preuves scientifiques solides selon lui. Un point fort, oui. Et puis, toujours ce retour à l'importance de la génétique et de bien observer, plutôt que d'appliquer des règles générales sans réfléchir. Exactement. Et ce qui est frappant aussi, c'est de voir comment lui-même a évolué. Ah oui, Il admet sans problème s'être trompé par le passé, ou il nuance fortement des choses qu'il a écrites il y a 20 ans. C'est une belle leçon d'humilité. ça nous rappelle de rester critique, de chercher le pourquoi du comment. Toujours distinguer l'anecdote de l'étude sérieuse, comprendre la biologie derrière la technique. Le jardinage, même après 40 ans, c'est un apprentissage continu. Et ça nous laisse avec une petite réflexion pour la fin. Au-delà des techniques, cette approche de Cervantes, observer, comprendre les mécanismes. Oui, Peut-être que la prochaine étape pour progresser, c'est pas juste de chercher le comment faire, mais de se poser la question pourquoi la plante réagit comme ça? creuser le pourquoi, oui. Comment est-ce que cette recherche du pourquoi, cette approche plus fondamentale, pourrait changer notre façon de jardiner au quotidien? Bonne question à méditer. Voilà, matière à réflexion. Un grand merci pour avoir écouté cette analyse. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on rappelle que l'encyclopédie de Georges Cervantes est gratuite sur son site web. C'est la fin de notre exploration pour aujourd'hui.